produit par Binge Audio. Plus elle avance, plus elle recueille des preuves de falsification, d'usurpation, et plus elle veut pas les voir, et plus elle est amoureuse. Pour eux, c'est un business, donc c'est vraiment leur client, c'est celui qui fait rentrer de l'argent. C'est leur façon d'être complètement détachée, en fait, de l'émotion dont on parle d'un point de vue de la victime. Il faut comprendre que du côté du brouteur, ça n'existe pas. Imaginez vous faire plumer jusqu'à devenir interdit bancaire, tout ça par le simple intermédiaire d'un téléphone ou d'un ordinateur. Alors qu'à la base, tout ce que vous cherchiez, c'était l'amour. Dans la première partie de cet entretien sur les arnaqueurs aux sentiments, Talma Desta a discuté avec ses deux invités du cas de Muriel Sorbier, une histoire racontée par Alexandre Kaufmann dans son livre d'enquête La Captive, paru aux éditions La Goutte d'Or. Rappelez-vous, Muriel croyait vivre une histoire d'amour avec un homme rencontré en ligne, un certain Charles Leroux, vieux beau millionnaire dont l'identité avait en fait été usurpée par une flopée d'arnaqueurs pour soutirer de l'argent à Muriel en la manipulant par des mots doux, de la tendresse et de la considération. Dans la seconde partie de cet échange, vous allez comprendre comment, par le déni et le désaveu, Muriel a verrouillé contre son gré les mécaniques de l'emprise jusqu'à glisser dans l'illégalité. Et dans cet épisode, on va aussi passer de l'autre côté du décor, celui des brouteurs, les faux Charles Leroux, que l'anthropologue Valentina Perry dépeint dans son livre « Le brouteur galant », paru aux UV Éditions en 2024. Et vous allez vite le voir, tout les oppose à leurs victimes, sauf peut-être une chose, leur solitude. Je m'appelle Naomi Titi, bienvenue dans Les Couilles sur la table, un podcast créé par Victoire Tuaillon. On se retrouve pour la deuxième partie de notre discussion sur les arnaques sentimentales. Dans le premier épisode, avec mes invités Valentina Perry et Alexandre Kaufmann, on a passé en revue les scripts et les histoires que les brouteurs utilisent pour charmer leurs victimes et comment ils construisent progressivement leur emprise. Aujourd'hui, on va revenir plus en détail sur les brouteurs, leur motivation et la manière dont ils s'organisent pour réussir à tenir leurs victimes pendant parfois des années. Valentina, pour commencer, pourquoi on appelle ces escrocs les brouteurs ? Brouteur, c'est un mot qui vient de la Côte d'Ivoire. C'est un mot donc de la langue vernaculaire de la Côte d'Ivoire qui s'appelle le Nouchi. Et les Nouchi aussi, un mélange de français, anglais, djoula et d'autres langues locales. Et notamment, brouteur vient du djoula. Ça veut dire justement, il y a cette idée de brouter, de manger l'herbe au-dessus des pieds des victimes. Il y a cette idée de progressivement aller demander de l'argent par petites sommes jusqu'à ce qu'on a complètement rasé sous les pieds des victimes, que d'ailleurs les brouteurs appellent leurs clients. Les brouteurs, donc, c'est quelqu'un qui pratique le broutage et c'est devenu une des professions les plus diffusées dans les quartiers populaires d'Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, où il y a des problèmes à trouver des emplois pour beaucoup de jeunes. Et on sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a énormément de jeunes, c'est la majorité de la population. Et du coup, en voyant les succès des brouteurs plus âgés, les vieux pères, les brouteurs qui ont de l'expérience, de plus en plus de jeunes se dédient à cette activité. Et puis on sait aussi que certains brouteurs commencent mineurs, qui peuvent commencer à 15 ans. Enfin, on parle potentiellement de très jeunes hommes, d'enfants en fait. Tout à fait. C'est après l'école, justement, ils vont à la fois assister les brouteurs plus expérimentés et donc apprendre leurs techniques et leurs discussions et les aider. Ou bien au cybercafé, ça existe toujours. C'est un lieu qui est toujours actif en Afrique de l'Ouest, surtout parce que souvent, étant jeune, on n'a pas accès à un smartphone ou un ordinateur personnel. Donc, on va sur place et là, c'est un écosystème, le cybercafé, où on apprend aussi à utiliser la technologie et les techniques et on observe, on apprend. Et c'est par cooptation qu'on devient un brouteur. Donc, effectivement, il y a des très jeunes qui commencent
c'est surtout des hommes. Le profil des brouteurs, c'est surtout des hommes parce qu'historiquement, en fait, comme le broutage commence justement dans les cybercafés et souvent la nuit, voilà, c'est plutôt des hommes qui font cette activité, mais il y a de plus en plus de femmes. À Abidjan, en tout cas, 90% des brouteurs sont des hommes. Donc effectivement, on est sur un taux très élevé. Tout et à donc fait. vous dites Moi, qu'il y a de plus en plus de femmes qui pratiquent ce type d'escroquerie. Il y a de plus en plus de femmes qui pratiquent l'escroquerie. Je n'en ai rencontré une quand j'étais à Abidjan, donc c'est une de mes interviewées. D'abord, elle a commencé comme associée d'autres brouteurs pour, par exemple, apparaître dans des vidéos ou plutôt faire la voix parce qu'elle a un accent pas très fort, donc qui peut passer pour, on l'a dit dans l'épisode précédent, souvent les brouteurs se présentent comme des personnes qui vivent dans les pays de la victime. Donc effectivement, s'il y a une conversation, il faut que la conversation soit le plus croyable possible en fait, qu'il soit vraisemblable. Donc elle est spécialisée dans la conversation, mais comme à travers la fréquentation des autres brouteurs, elle a appris les techniques. Aujourd'hui, elle pratique elle-même de façon indépendante. Et est-ce qu'on a plus d'informations sur le profil des brouteurs en termes de, je ne sais pas, est-ce que c'est souvent des jeunes étudiants qui font cette activité pour financer leurs études ? Il y a quelque chose qui est répété assez souvent par les brouteurs, c'est qu'ils commencent cette activité parce qu'ils ont un besoin immédiat d'argent, mais toujours dans l'idée de l'arrêter à un certain moment et souvent assez vite. Après, assez vite, ça peut devenir des années. Donc, et c'est difficile de trouver un emploi autant rémunéré autant que les arnaques. Donc, c'est difficile de l'abandonner. Mais souvent, voilà, on commence par un besoin immédiat et puis on devient bon. Puis on voit qu'il n'y a pas forcément d'autres emplois correspondants qui pourraient être autant rémunérateurs. Donc, parfois, c'est des étudiants après l'école pour investir en fait, dans leur propre futur. Parce qu'en fait, il faut s'imaginer que c'est des quartiers populaires où on voit les succès des brouteurs plus âgés et plus expérimentés. Maintenant, un peu moins parce que la police est très attentive aux brouteurs, donc on le montre un peu moins. Mais dans les années 2006 jusqu'à assez récemment, et comme on le voit dans la couverture de mon livre, il y a un côté hédoniste et il y a un côté show-off. On montre qu'on a gagné de l'argent. Donc, effectivement, c'est à côté de... Ça s'inscrit dans la culture du coupé-décalé aussi. Tout à fait, absolument. Vous pouvez nous en dire plus là-dessus ? Absolument. La culture du broutage, effectivement, est très liée à la culture du coupé-décalé, qui est un genre musical qui est apparu en France au début des années 2000. Le chanteur plus connu est Doug Saga, qui a donc commencé les coupés-décalés en France et puis l'a réexporté en Côte d'Ivoire et puis en Afrique de l'Ouest. C'était un succès absolu. Et il y avait des codes, en fait, dans le coupé-décalé, genre le fait de jeter des billets d'argent qu'on appelle travaillement. Il y avait ce côté festif, hédoniste, on buvait de l'alcool, on faisait la fête. Les deux mots, coupé et décalé, sont aussi des mots d'Unuchi, la langue vernaculaire de la Côte d'Ivoire, qui ne veut pas dire couper, ça ne veut pas dire couper comme en français, mais ça veut dire voler. Et décaler, ça veut dire prendre la fuite. Donc voilà, l'Unuchi joue sur ces ambivalences de mots. C'est une langue qui va brouiller un peu la réalité. Et le genre musical du coupé-décalé, donc c'est ça les valeurs qu'il a injectées dans la société. Et il a un peu justifié, en fait... l'essor des arnaques amoureuses en ligne et des arnaques en ligne en général qui sont apparues, qui se sont développées exactement au même moment du coupé-décalé. Donc, c'est le début des années 2000, 2006, 2008, 2009 pour les arnaques amoureuses en ligne, un peu plus tard pour les coupés-décalés. Aujourd'hui, donc, les brouteurs se représentent, en tout cas, comme les héritiers, en fait, de cette culture du coupé-décalé, de la frime, de s'amuser, de la fête nocturne. Et parfois, tout ce que les arnaqueurs gagnent pendant la journée sont dépensés immédiatement en alcool, fêtes, et justement cette idée de travaillement qui est donc jeter l'argent, notamment sur les DJ et les MC, qui pendant les fêtes chantent les louanges des brouteurs. En fait, vraiment, ils les appellent au micro et ils parlent de combien ils sont fantastiques et de leur succès, en fait. Ça, c'est intéressant parce que du coup, ils sont un peu portés au nu là, dans ce que vous expliquez. Et en même temps, j'ai l'impression de lire souvent, notamment dans les papiers d'Alexandre, le fait qu'il y ait une forme d'opprobre social, notamment familiale, où voilà, l'activité du broutage, qu'on appelle le bara aussi, qui veut dire le travail, est assez mal vue, en fait, notamment dans les familles. Tout à fait. Les familles, même si certaines familles bénéficient en fait des revenus des brouteurs, parce que les brouteurs, ils redistribuent aussi beaucoup.
l'argent qui est gagné. Bien sûr, il y a un côté festif, c'est celui qui est un peu amusant et on en parle, mais pas mal des brouteurs avec qui je me suis entretenue, ils m'ont raconté qu'ils vont distribuer aussi l'argent auprès de personnes qui ont besoin. Et dans les soirées auxquelles j'ai participé, donc des soirées festives, on le voit aussi effectivement qu'il y a des personnes qui vont les approcher pour avoir de l'argent. Donc ça, c'est un côté très important de l'écosystème des brouteurs. Mais les familles, effectivement, en fait, oui, c'est une activité illégale, donc c'est mal vu par la société aujourd'hui. C'était beaucoup moins mal vu au tout début du phénomène. Au contraire, il y avait comme un soutien de la part de l'opinion publique, oui, de la communauté par rapport aux brouteurs. Et puis, il y a eu certains épisodes qui étaient liés à des rituels où on parlait des sacrifices humains, etc. Peut-être qu'on va en revenir, qui ont fait que l'opinion publique a commencé à se dire « Ok, on ne comprend pas tout de ce qui est en train de se passer ». Et du coup, petit à petit, le rôle du brouteur a été stigmatisé. Et alors, la moitié des brouteurs sont en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Comment ça se fait ? Enfin, pourquoi la Côte d'Ivoire est aussi centrale dans cette activité d'arnaque ? Tout a commencé au Nigeria. Le Nigeria, c'est vraiment le pays qui, déjà dans les années 70, avait commencé à pratiquer les arnaques. Évidemment, pas avec Internet, mais avec la technologie de l'époque. Ça peut être la poste, les téléphones, le fax. Ensuite, à chaque fois qu'une nouvelle technologie apparaît, les brouteurs, qui en Nigeria sont appelés scammers, s'en approprient et modifient leur technique en fonction de la technologie. Donc, le Nigeria est le premier pays dans lequel il y a eu une loi contre le cybercrime, donc les crimes à travers Internet. Une loi qu'on appelle le 419, et c'est comme ça que les scammers sont aussi appelés au Nigeria. Ils sont appelés aussi les Yahoo Boys. Les Yahoo Boys aussi, effectivement. Yahoo donc nous rappelle justement les débuts d'Internet, c'est eux les chefs de file des arnaques, justement. Et en même temps, la Côte d'Ivoire, au même moment, c'est-à-dire les débuts des années 2000, vit une guerre civile, vit un moment extrêmement dramatique, et ce qui fait qu'il y a moins de contrôle. Donc, la plupart des arnaqueurs nigériens se déplacent vers la Côte d'Ivoire, mais pas seulement. Ils sont partis aussi au Bénin, ils sont partis au Cameroun, donc tous les pays autour du Nigeria, parce qu'ils ne pouvaient plus pratiquer dans leur pays, justement à cause des contrôles. Et ça explique du coup aussi le manuel que j'ai publié, le manuel de l'arnaqueur sentimental. C'est des scripts, c'est des instructions. J'ai fait un travail similaire au Ghana déjà, et on voit très bien que c'est des formats, donc des scripts qui ont été faits pour apprendre à quelqu'un le métier. Oui, format, c'est le terme pour désigner du coup les scripts. Tout à fait. Le format, c'est justement cet ensemble de textes qui sont utilisés par les brouteurs comme pour les adapter au fur et à mesure de leur discours auprès des victimes. Donc, des procédures, véritablement. Et ils ont été créés par les Nigériens quand ils se sont déplacés dans d'autres pays pour avoir des complices et apprendre ces métiers aux locaux. Alexandre, est-ce que vous avez retrouvé celui ou ceux qui ont arnaqué Muriel ? Oui, alors moi j'ai retrouvé grâce à une figure d'ailleurs dont on ne parle pas souvent, mais qui sont les chasseurs de brouteurs, qui sont donc des justiciers numériques, enfin pour l'essentiel, parce que maintenant il y en a qui peuvent se faire payer aussi, et qui donc passent leur temps à faire perdre du temps justement aux brouteurs. Et donc moi, grâce à l'un d'eux qui m'a aidé, Boris, il m'a aidé à le localiser, le faux Charles Leroux, en lui envoyant d'abord une image. Ça, c'est assez facile, même pour ceux qui ne sont pas très bons en informatique. On envoie une image et en fait, dès que le destinataire clique dessus, on sait où il est. Donc ça m'a déjà permis de savoir où il était. Il était à Abidjan, ce qui pour moi n'était pas une surprise. Et ensuite, là, ça a vraiment été plus un coup de chance grâce à ce chasseur de brouteurs. Il a réussi à prendre le contrôle d'un faux Charles Leroux, qui escroquait à Muriel. Et donc là, on pouvait voir en temps réel. Déjà, on a pu aspirer toutes les données. Donc, on a pu savoir qui c'était. C'était un jeune ingénieur qui avait fait une bonne université à Abidjan. J'avais toutes ses lettres de motivation. Il avait cherché du travail. Il n'en avait pas trouvé. Et puis surtout, on le voyait en temps réel parce qu'il ne savait pas qu'on l'observait. On voyait le nombre de fenêtres qu'il ouvrait. Il était sur une trentaine de profils à la fois, avec des petites pauses en regardant des films de cul ou des matchs de basket. Et après, il revenait encore au broutage. Et c'était hallucinant de voir la dextérité avec laquelle il agissait. Et donc, pour moi, ça a été ultra précieux de pouvoir cerner ce profil, en fait, qui était l'un de ces Charles Leroux. Et quand il a commencé à nouer sa relation avec un des scripts dont on a parlé, là, il avait à peu près 17 ans.
quand Muriel en avait 57. Et voilà, il l'a embobiné sur 6 ans, tout en sachant qu'il était peut-être pas tout seul. Donc pour moi, c'était ultra précieux d'avoir en fait l'alter ego, l'autre côté, le Charles mensonger, le Charles version numérique. Et donc voilà, donc j'avais un portrait social de lui très très précieux. Oui, et quand vous dites qu'il incarnait un des Charles Leroux, c'est parce que vous expliquez aussi dans votre livre que Charles Leroux, son identité, elle a été usurpée des centaines de fois en fait. Parce qu'il est ce Charles Leroux qui est donc un boomer, qui donc a fait fortune et qui, comme il le dit lui-même, avec une franchise désarmante, un peu narcissique, il s'est totalement imprudemment exposé sur les réseaux sociaux devant sa Porsche, sur le pont de son yacht. Et donc pour les brouteurs de Côte d'Ivoire, c'était la marionnette parfaite, parce qu'en fait il avait l'âge qui correspondait, il avait de l'argent et tout ça. Il pourrait aujourd'hui, je pense, lui dresser une statue dans les quartiers de Koumassi ou d'Yopougon, parce qu'il y a des centaines et des centaines de comptes à son image ou à son nom qui ont été utilisés. Il y a sans doute plusieurs millions d'euros qui ont été escroqués au nom de Charles Leroux ou en son image. Et donc pour lui, c'est un autre côté qu'on connaît moins que celui des victimes habituelles qui se font voler l'argent. Lui s'est fait voler sa vie, son image, mais sa vie est devenue un véritable enfer, parce que d'abord, même son fils, qu'il a imprudemment exposé aussi sur les réseaux sociaux, a commencé à faire l'objet de faux profils. On lui a même inventé une fille, Beyoncé Leroux, qu'il traitait de radin à longueur de poste, donc ce qui le blessait aussi beaucoup. Et puis, il y a cette femme qui est venue sur son yacht, et puis même dans son entourage proche, il y a des gens qui commençaient à lui dire « Ah, mais t'as arnaqué une copine de ma belle-mère ». Elle dit « Mais non, c'est pas moi, c'est pas moi ». Et comme il pouvait être identifié avec une recherche inversée image de Google, on retrouvait assez facilement l'hôtel de luxe qu'il possédait dans les Alpes. Et donc, cet hôtel est devenu le récipiendaire de centaines de lettres venant d'Argentine, d'Allemagne, de victimes qui recherchaient le vrai Charles Leroux. Et lui, aujourd'hui, il a peur parce que, justement, les victimes sont dans un tel fantasme, elles sont tellement sous emprise franchement, certaines d'entre elles sont capables de faire n'importe quoi. Oui, ce qu'il explique, c'est qu'il a très très peur, en fait, qu'au fur et à mesure que son profil est usurpé, qu'il reçoit des menaces de plus en plus récurrentes. Et en l'occurrence, on peut dire que Muriel harcèle le vrai Charles Leroux. Ouais, on peut le dire. Ouais. On peut dire qu'elle harcèle. Et bon, peut-être pas Muriel en particulier, mais la force de son déni est tellement forte qu'elle pourrait peut-être faire des choses un peu inconsidérées, même si c'est une nature pacifique et gentille. Mais en tout cas, vu la réaction d'une femme comme Muriel, je comprends vraiment pourquoi Charles Leroux il a peur, parce qu'effectivement, au bout d'un moment, on veut plus arrêter le rouleau compresseur du fantasme. Et franchement, je serais à la place de Charles Leroux, je serais vraiment pas rassuré. Et pour revenir sur les brouteurs, est-ce que justement, derrière les arnaques, il y a un seul homme, un réseau d'hommes, ou est-ce que ça dépend des cas ? C'est quoi leur lien entre eux ? Est-ce qu'ils s'entraident ? Est-ce qu'ils se forment ? J'aimerais bien en savoir plus sur leur lien de sociabilité. Alors, ce que disait Valentina, c'est qu'il y a eu un grand lieu de sociabilité, d'apprentissage qui était les cybercafés. Moi, quand je suis allé en Côte d'Ivoire, c'était après le Covid, et pas mal de cybercafés, notamment à Yopougon, avaient fermé, et les brouteurs se désolaient du fait que la dimension sociable du métier, il y avait des cartels de brouteurs par exemple, le fait que justement il y avait des disciples, des vieux pères, tout ça avait un peu disparu, chacun était maintenant sur son smartphone de manière un peu indépendante, et surtout, comme les médias, comme on est en train de le faire, sensibilisent de plus en plus les victimes à ce phénomène-là, trouver des pigeons, c'est de plus en plus difficile. En plus, la police, les cherchant d'autant plus activement, ils se sont tous un petit peu crispés et il y a moins de dimension collective. Et au contraire, ils se mettent, comme ils disent, du sable dans l'assiette, c'est-à-dire qu'ils peuvent se voler leurs mougous, leurs pigeons, ils peuvent se jeter des sorts réciproquement. Donc l'ambiance à Abidjan, loin de cette époque festive qui peut encore subsister de temps à autre, mais où on jetait des billets, où on payait des DJ pour chanter nos exploits et tout ça, ça a un peu laissé place maintenant une ambiance un peu plus lugubre et sordide. Dans le livre d'Alexandre, on voit aussi que certains complices rencontrent effectivement la victime et que ça participe à créer l'emprise, à rendre la situation crédible. La victime, elle va par exemple rencontrer le chauffeur de son faux amoureux, son partenaire de business, etc. Comment tout ça, ça s'organise entre les brouteurs dans les pays d'Afrique de l'Ouest et notamment en Côte d'Ivoire et leurs complices, en l'occurrence en France ? Oui, effectivement, c'est un réseau de complices qui sont à la fois présents en Côte d'Ivoire et à la fois en Europe. Les complices en Europe peuvent servir, par exemple, à acheter des fleurs lors de l'anniversaire de la victime, plutôt que Saint-Valentin, voilà, pour rendre vraisemblable l'existence même du brouteur. Sur place, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, il y a aussi des complices qui produisent des faux documents, qui facilitent la circulation de l'argent, parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et d'autres pays autour sont très contrôlés à niveau des transactions financières, justement parce que ça fait bientôt 20 ans que ces arnaques sont en cours. Donc, c'est pas si simple que ça, aujourd'hui, d'envoyer de l'argent de l'Europe à l'Afrique de l'Ouest de façon facile. Donc, il faut tout un réseau de complices aussi qui ont des comptes en France, qui après reverse l'argent à différentes personnes en Côte d'Ivoire. Donc c'est un véritable travail de réseau.
Et effectivement, parfois, il y a aussi des rencontres dans la vraie vie. Souvent, les rôles sont très structuré. Il y a celui qui s'occupe de la victime avec les textes, et ça peut être parfois une ou plusieurs personnes qui s'occupent de la même victime. Puis, il y a ceux qui produisent le document, parfois en temps réel, pour, dans le message, on dit « j'ai besoin d'argent parce que j'ai eu un accident et voici le prix de la voiture cassée ». Et hop, on produit immédiatement le document correspondant. Donc, une fausse facture, par exemple. Une fausse facture, effectivement. Et ce n'est pas le même brouteur forcément qui le fait. Puis, on a un problème, on ne sait plus comment continuer le script avec notre victime. Donc, on demande à quelqu'un d'autre du conseil ou comment continuer. Donc, c'est un véritable travail collectif. Et c'est vrai que de plus en plus, c'est un travail qui devient individuel. On utilise son propre smartphone et on est un peu seul dans son propre coin à le faire. Mais on a toujours besoin de complices pour rendre vraie l'histoire. Ça, c'est sûr. Donc, en fait, les brouteurs en Côte d'Ivoire sont organisés par famille. Donc, on sait à qui demander sur place, on a des complices, on a des frères en fait. Et aussi en ligne, on trouve plein de ressources aussi. Il y a des ressources publiées par les brouteurs eux-mêmes avec le numéro de téléphone en cas de besoin pour chaque élément dont on peut avoir besoin, que ce soit un contrat, que ce soit plein de ressources en fait. Il y a plein de sites Facebook animés par des brouteurs et donc faut réussir à s'introduire. Puis il y a plein de documents qui circulent ou alors des conseils. Comment je fais pour un client qui est en Algérie par exemple. En tout cas, électroniquement, ça a pignon sur rue, quoi. Il est quand même intéressant, ce terme de client, pour désigner la victime de l'arnaque. Mais pour eux, c'est un business, donc c'est vraiment leur client. C'est celui qui fait rentrer de l'argent. C'est leur façon d'être complètement détaché, en fait, de l'émotion dont on parle d'un point de vue de la victime. Il faut comprendre que du côté du brouteur, ça n'existe pas. Donc c'est vraiment... Justement, on reviendra un peu plus tard sur la question morale qui peut se poser pour eux aussi. Mais avant ça, Alexandre, quel complice de Charles Leroux Muriel a rencontré ? Il y a notamment une scène qui la pousse dans l'illégalité. Oui, ça c'est assez fascinant aussi, c'est que tellement prête à tout pour satisfaire son Charles, que quand il a plus d'argent, il l'a utilisé comme mule financière, c'est-à-dire qu'il a utilisé son compte pour faire transiter des fonds frauduleux. Par exemple, il lui donne un chèque de 16 000 euros. Vas-y, retire-le vite demain. Garde 1 000 euros pour toi. Elle retire 15 000 euros en cash. Elle lui donne. Ensuite, la banque s'aperçoit que c'est un chèque volé. Mais donc, ça y est, l'argent est parti. Donc ça, une fois qu'il l'a totalement essoré de ce côté-là et qu'elle est interdite bancaire, elle n'a plus d'argent, elle est interdite bancaire, elle n'a plus non plus de maison, mais bon. Et il va quand même réussir à continuer à l'utiliser en lui disant « Je vais te donner une fausse carte d'identité », donc qui est quand même, dont j'ai vu les doubles, qui était quand même très bien faite, et tu vas monter à Paris. Tu vas rencontrer mes associés et ils vont t'emmener dans plusieurs banques et avec cette fausse carte d'identité et des fausses attestations de domicile, tu vas ouvrir des comptes bancaires. Et donc, elle monte à Paris, elle rencontre 2 personnes qui, donc là, sont ce que les brouteurs appellent le corps à corps, donc qui se présentent. Donc, c'est un type que d'ailleurs j'ai retrouvé aussi par Facebook qui s'appelle Zach et une autre femme qui est avec lui. Donc, il emmène Muriel dans cette tournée, ultra rythmée d'ailleurs, parce qu'elle fait au moins 10 banques dans la journée. Je crois qu'il y a 2 banques qui ont accepté. Donc, en fait, là, elle a pu ouvrir un compte sous une fausse identité. Et là, donc du coup, le faux Charles Leroux va pouvoir faire transiter plein de fonds frauduleux qu'il a ramassés par ailleurs. Et ce qui est hyper intéressant en plus, c'est que Muriel a complètement conscience qu'elle est en train de faire une activité illégale. Elle semble prise dans un narratif un peu à la Bonnie and Clyde, en fait. Ouais. Et il lui dit, si tu fais pas ça avec moi, je peux plus rien faire pour nous. Je peux plus rien faire pour nous, il faut que tu fasses ça. Et puis on sent qu'il y a une forme d'excitation. Elle veut vraiment lui plaire en faisant ça. Elle le fait sur 2 journées, ses ouvertures de compte bancaires. Et donc en fait, il lui offre des petits entractes sexuels pour la stimuler. Et comment il justifie que, encore une fois, en sa qualité de multimillionnaire qui a un yacht, on le rappelle, qu'il ait besoin de faire ces transactions frauduleuses à base de faux comptes, de virements avec des chèques volés. Enfin, qu'est-ce qui... Là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est rentré dans une histoire où ses collaborateurs étaient des escrocs, qu'il lui-même avait été interdit bancaire malgré tout l'argent qu'il a, et ben en fait il faut qu'elle puisse verser les comptes sur un ami, l'un de ses amis, et donc ça devient complètement invraisemblable en fait. Mais Muriel, elle en est plus à une invraisemblance près à ce moment-là. On a raconté dans l'épisode 1 comment précisément Muriel s'enferrait dans ce déni-là, qu'elle refusait de voir que le vrai Charles Leroux existait bien, mais que son identité avait été usurpée par un brouteur. Mais autour d'elle, personne ne voit rien. Enfin, qu'est-ce qu'ils lui disent, ses proches ? Alors, autour d'elle, il y a quelque chose qui reste qui s'appelle le principe de réalité, qui est donc la famille, les banques, la police. Évidemment, tout le monde la rappelle à l'ordre. Évidemment, elle ne veut pas les entendre. Elle se fâche avec sa famille, ce qui arrive souvent avec les victimes, puisque les enfants
pour la protéger, la mettent en garde. Alors parfois c'est pour la protéger, il y a aussi beaucoup d'intervenants en France qui ont des contacts avec les familles de victimes qui rappellent que c'est aussi pour les enfants leur héritage qui est dilapidé. Donc parfois c'est avec moins de bienveillance qu'ils veulent absolument écarter le brouteur, mais en général la victime finit par se retrouver toute seule puisqu'elle donne raison au brouteur envers et contre tout, contre sa famille. Et donc dans le cas de Muriel, ses 2 filles se sont fâchées avec elle, ses frères et sœurs se sont fâchés avec elle, donc en fait elle se retrouve totalement isolée. Mais ce qui est fou, c'est qu'effectivement, il y a sa famille qui la prévient dès le début qu'ils ont des énormes doutes sur ce Charles Leroux, qui rencontre eux non plus jamais finalement. La police convoque Muriel aussi pour lui dire « Madame, vous êtes victime d'une arnaque, arrêtez d'envoyer de l'argent à cette personne ». Enfin, en fait, il y a à peu près tout un système autour d'elle qui la prévient. Enfin, c'est assez fou que rien ne fonctionne. Ah ouais, c'est le principe de réalité devient encombrant pour elle. Et puis en plus, les forces de l'ordre la convoquent à la fois pour lui rappeler qu'elle est victime d'une escroquerie, mais aussi parce qu'elle a commis elle-même des infractions. Donc ça devrait encore plus la rappeler à l'ordre. Mais lui, Charles, il trouve toujours un moyen de justifier tout ça. Donc c'est vraiment ce qui est très mystérieux dans ce phénomène de désaveu ou de déni, c'est que aucun élément réel ne parvient à enrayer la course-poursuite vers son fantasme. On s'imagine que pour engranger de telles sommes, donc on le rappelle, c'était 200 000 € pour Muriel, il faut que le brouteur il ait des compétences techniques et informatiques importantes. Enfin, en tout cas, on s'imagine que c'est ça. Est-ce que c'est le cas, Valentina ? En fait, c'est une des parties fascinantes, je pense, de ces phénomènes, c'est que pas forcément, en fait. On l'a entendu, des histoires invraisemblables. C'est vraiment le pouvoir de l'imagination de la victime qui remplit les vides, en fait, qui remplit ces incongruences beaucoup plus que vraiment les compétences techniques de brouteur. On l'a vu, par exemple, avec les photos retouchées de faux Brad Pitt pour Anne. On voyait clairement que c'était pas du tout de l'IA, c'était vraiment de Photoshop et même mal exécuté. Et pourtant, cela n'a pas empêché Anne de croire. Ouais, pour préciser, vous faites référence notamment à une photo qui a beaucoup circulé de ce faux Brad Pitt, où on voit littéralement sa tête collé sur un corps de quelqu'un qui est sur un lit d'hôpital intubé. Et je veux dire, c'est manifeste que c'est un montage photo. Enfin, il n'y a absolument aucun doute en voyant l'image. Voilà, et je pense que n'importe quelle personne serait capable de distinguer ça. Mais on est dans l'emprise. S'il faut parler des techniques, c'est plutôt ces techniques de manipulation qui sont plutôt psychologiques, plus que vraiment des compétences techniques technologiques. Après, on l'a évoqué, et il y a des complices qui vont créer une fausse documentation, et donc là, il y a certaines compétences techniques, des fausses vidéos aussi. L'intelligence artificielle, sans doute, aide la création de ces vidéos aujourd'hui de façon encore plus simple. Mais je pense que, comme le démontre l'existence des arnaques depuis les années 70 déjà, c'est pas forcément une question de capacité technique, mais plutôt de psychologie et d'empathie, d'intelligence émotionnelle de la part de brouteurs qui arrivent à saisir les points faibles des victimes. C'est un collage, en fait, leur histoire, à la fois de texte et d'images. Et en plus de ça, aujourd'hui, ils utilisent la vidéo, donc du deepfake. Mais encore une fois, moi, les interviews, je les ai faites en moment où l'intelligence artificielle, c'était pas forcément encore un thème. Donc là, effectivement, pour reprendre l'exemple des deepfakes, c'est des vidéos ou des photos qui sont modifiées par IA. Ça, vous n'avez pas plus de données sur leur utilisation aujourd'hui, maintenant que l'IA explose, parce que j'imagine que du coup, maintenant qu'on s'est créé par exemple des vidéos extrêmement réalistes d'un faux Brad Pitt, pour reprendre cet exemple, enfin, c'est très très facile aujourd'hui de justement ne pas produire des preuves qui sont grossières. J'imagine que ça va être potentiellement une hécatombe parmi les victimes, notamment celles qui ne sont pas formées à ce type de technologie-là, c'est-à-dire le public cible des brouteurs, les femmes entre 50 et 70 ans. Oui, sans doute ça va aider, mais même avec très peu de moyens, on peut arriver à convaincre des femmes et des hommes de l'existence d'un amant loin, en fait. Moi, je pense qu'au contraire, si on revient au deepfake et à l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est pas tant un outil pour les arnaqueurs sentimentaux, mais plutôt les vrais concurrents. Il y a énormément déjà d'applications qui proposent des girlfriend and boyfriend virtuels, c'est-à-dire des partenaires à travers l'intelligence artificielle, et qui vont justement occuper toute la place que jusqu'à présent les brouteurs occupaient. C'est-à-dire des personnes seules, vulnérables, qui ont envie de parler avec quelqu'un. Aujourd'hui, il y a des services qui sont payantes au pas, à travers l'intelligence artificielle, et qui vont être les marchés du futur. D'ailleurs, il y a ChatGPT qui va bientôt lancer au mois de décembre sa version érotique. Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut plutôt avoir peur de ce genre de technologie qui va devenir absolument présente dans notre vie, d'une façon dont
on ne sait pas encore les conséquences réelles. Alexandre, justement, quelle preuve Charles Leroux il donnait à Muriel pour la convaincre qu'il disait la vérité ? Pour reprendre ce que disait Valentina, c'était des preuves assez grossières. C'est plus l'ingénierie sociale, le piratage psychologique qui compte. Donc en fait, Charles Leroux, au début, il faisait un petit effort pour s'aligner, comme on le disait, sur les réseaux sociaux du vrai Charles Leroux, sur laquelle il avait évidemment interdit Muriel d'intervenir. Oui, parce qu'effectivement, pour préciser, il lui a dit dès le début, voilà, ma vie privée, c'est important que je la sépare de ma vie professionnelle. C'est mon business, donc surtout, ne commente pas mes réseaux officiels, etc. Voilà, donc il avait bien séparé. Donc le brouteur court après les réseaux officiels pour s'aligner sur la vie du vrai Charles Leroux. Donc au début, il fait un peu des efforts. Et puis une fois qu'on sent que l'emprise est assise, on voit qu'il devient assez négligent, lui dit justement je croyais que tu étais à Paris, tu distribues des masques contre le Covid à la montagne. Ah oui c'est vrai. En fait, au bout d'un moment, ça c'est assez frappant aussi, c'est-à-dire qu'une fois que l'emprise est assise, les preuves comptent assez peu. Donc on récapitule tout ce qu'on a dit jusque-là et tout ce dont on a parlé dans l'épisode 1. Donc Muriel, elle passe plusieurs longs mois à nouer une relation et à envoyer de l'argent à ce fameux Charles Leroux. Elle finit par vouloir le confronter sur ses mensonges en le rencontrant enfin et elle se rend sur son yacht dans la baie de Cannes. Là, elle rencontre le vrai Charles Leroux qui lui dit qu'il est lui-même victime de nombreuses usurpations d'identité, qu'il ne lui a jamais parlé et qu'elle doit arrêter absolument d'envoyer de l'argent à l'arnaqueur qui se fait passer pour lui. Mais Muriel, elle n'en démord pas, elle n'y croit pas. Alors, c'est quoi l'histoire que Muriel se raconte pour expliquer le fait que le vrai et le faux Charles Leroux sont en fait la même personne et qu'elle n'est pas victime d'un brouteur ? Justement, elle est dans un monde de fantasmes non euclidiens. L'identité ne compte plus. Elle ne voudra plus recevoir aucun élément du réel, aucune preuve qui serait susceptible de dissocier le Charles Leroux escroc du vrai Charles Leroux. Donc moi, je lui ai par exemple donné des preuves tangibles. Je lui ai dit, regardez, moi j'ai les messages que vous m'avez fait parvenir de Charles Leroux, je l'ai localisé. Il est en Côte d'Ivoire, il est à Abidjan. Un peu plus tard, je lui ai dit, j'ai pris le contrôle de son ordinateur grâce au chasseur de brouteurs. J'ai retrouvé les scripts qu'il avait utilisés pour l'hameçonner, pour l'avoir. Donc je lui ai dit, regardez Muriel, ces scripts, c'est exactement cela qu'il a utilisé au début de votre relation. Alors là, non, elle trouvera toujours une contorsion pour dire, non, en fait, ils travaillent en duo. Certes, Charles Leroux n'est peut-être pas à Abidjan en ce moment, mais en tout cas, il travaille en duo avec un brouteur. Et puis donc, il y a plein d'éléments matériels après qui vont contre ce qu'elle pense. Par exemple, pourquoi Charles Leroux, qui met un coup de gaz sur son yacht, il doit dépenser des centaines d'euros, pourquoi est-ce qu'il prendrait 3 jours à lui extorquer à la fin 100 euros ? Ah, mais parce que c'est un psychopathe. Parce qu'en fait, son vrai plaisir, c'est pas l'argent, c'est de manipuler les gens, c'est l'escroquerie. Il y a toujours une raison. Donc, au bout d'un moment, finalement, elle s'en fiche de tous les éléments matériels qui se présentent à elle. Pourtant, Dieu sait si j'en ai présenté. Elle veut plus dissocier les deux Charles qu'elle connaît. Effectivement, ce terme de psychopathe, il revient très souvent chez Muriel et je trouve ça hyper intéressant parce que elle revient à une dimension hyper psychologique et c'est une façon pour elle, j'imagine, de reprendre le contrôle, d'avoir l'impression que c'est elle, en fait, la seule qui a compris exactement toute l'organisation manipulatoire de ce Charles Leroux. Et non seulement quand vous lui présentez des preuves, ça n'a pas d'impact sur elle, mais en plus, du coup, à ses yeux, vous êtes aussi une victime de Charles Leroux qui n'a pas compris en fait tous les mécanismes qu'il a mis en place. Ouais, et ça, c'est intéressant parce qu'il y a toute la mise en place de l'emprise qui repose sur le fantasme, je pense la dimension électronique, l'absence d'obstacles réels et tout ça au début. Mais après, ça relève plus d'un phénomène qui m'a vraiment fait penser au complotisme. C'est-à-dire que justement, comme vous le racontiez, dans le complotisme, il y a aussi cette jubilation d'être le seul à savoir, d'être le seul à avoir raison. Et elle est vraiment dans cette position. Et donc moi, elle me prenait effectivement pour une victime. Elle disait, je me suis fait balader, il vous balade par le zizi, Charles Leroux, il vous balade par le zizi, vous êtes victime de lui. Et donc au bout d'un moment, je cessais même de lui opposer des faits rationnels, puisque quand je la poussais vraiment dans ses retranchements, il arrivait qu'après elle me dise, finalement personne me croit. Elle avait aussi des moments de dépression comme ça, personne me croit, je vais mettre fin à ma vie. Donc en fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté de la confronter sur le terrain factuel, parce que de toute façon, je voyais que ça servait à rien. J'aurais vraiment pu lui sortir une preuve par A plus B, c'était totalement inutile. Mais justement, comme pour les gens qui sont dans le complotisme, j'essayais plus d'œuvrer sur la bande par la bande affective, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles elle a voulu croire à ça, finalement, les raisons pour lesquelles ça l'a aidé à surmonter toutes ces failles affectives. Et donc, c'était plus sur ça que j'essayais de jouer, donc plutôt de l'entourer affectivement, puisqu'après, j'ai noué quand même des rapports affectueux avec elle. On a commencé à bien se connaître, elle m'a quand même raconté toute sa vie et tout ça. Et donc, j'ai cessé de la confronter, en fait, aux preuves matérielles. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'elle a l'air de continuellement naviguer dans un monde à 2 étages. En permanence, elle doit déployer, comme vous le disiez, beaucoup de contorsions pour faire tenir toute cette histoire-là. Mais en même temps,
elle a l'air, à certains moments, de savoir que quelque chose ne va pas. Donc, typiquement, il y a quelque chose qui revient souvent, que je trouve hyper intéressant, c'est que elle va, par exemple, vous voyez le vrai Charles Leroux sur ses réseaux, parce qu'elle finit effectivement par lui parler sur ses vrais réseaux, alors que ça lui était interdit jusque-là. Donc, elle le vous voit, alors que le faux Charles Leroux, elle le tutoie. Il y a aussi des moments où elle envoie des insultes racistes à son Charles Leroux, ce qui sous-entend qu'elle comprend qu'en fait, il s'agit d'un brouteur ouest-africain. Qu'est-ce qui fait que ces deux espaces d'analyse-là existent pour elle ? Enfin, on dirait vraiment qu'elle est prise entre les deux, en fait. Ah oui, c'est un peu le phénomène dont on parlait tout à l'heure de désaveu, c'est-à-dire elle a un pied dans la réalité et un pied dans le fantasme, et puis elle négocie un petit peu ces deux niveaux dont vous parlez en permanence. Tout ça, c'est relié aussi par le fait assez fascinant qu'elle se fait la propre enquêtrice de son arnaque. Et donc, plus elle avance, plus elle recueille des preuves de falsification, d'usurpation, et plus elle veut pas les voir, et plus elle est amoureuse. Donc, c'est une sorte de cycle incroyable. C'est même assez saisissant sur le plan romanesque. C'est qu'on se dit, c'est l'enquêtrice de son arnaque, elle recueille des preuves, et elle aime encore plus. Et donc, en fait, elle est tout le temps sur une espèce de chimère qui est entre réalité et fantasme. Déjà, il faut rappeler que Muriel se projetait dans le métier potentiel de commissaire de police. C'est quelque chose qu'elle voulait faire. Et du coup, effectivement, j'imagine que faire toute cette enquête-là, ça donne aussi un sens à sa vie, tout simplement. Oui, bien sûr. Et elle passe un temps infini à classifier tous les documents qu'elle a, à archiver tous les mails que lui a envoyés Charles. Et puis donc, quand moi je lui demande des preuves, elle me dit « Ah, c'est là ». Puis quand je regarde, en fait, c'est simplement les preuves qu'elle s'est fait arnaquer. Mais il n'y a pas d'autres preuves qui montrent qu'en fait, le jeune habitant d'Abidjan a un quelconque lien avec le véritable Charles Leroux. Donc en fait, c'est une enquêtrice qui tourne en rond, qui est dans un jeu de mystère. C'est vraiment fascinant. Puis là où on revient aussi à la question du mythe romantique, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, elle est complètement enfermée dans une forme de loyauté compulsive dysfonctionnelle, quoi. C'est qu'elle ferait tout pour être là pour son Charles, en fait. Peu importe si ça l'amène à être interdit bancaire, si ses mensonges sont évidents, si ça l'éloigne de sa famille. Ouais, on est là-dedans, existe, quoi. Justement, j'avais interviewé la victime du faux Brad Pitt il y a Anne de Neuchâtel. Et en fait, elle raconte que ce qu'elle aime, c'est qu'elle devient libre. Elle est dans son fantasme. Elle dit « Je suis pleinement moi-même ». Et c'est la même chose pour Muriel. C'est-à-dire personne ne va l'empêcher d'être pleinement elle-même. Au bout d'un moment, si on considère que l'amour, c'est la mise en relation de deux manques, elle a projeté une image d'elle sur un Charles qu'elle s'est aussi construit. Et en fait, finalement, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'elle consent à ce mensonge. Elle en devient vraiment complice parce qu'elle veut que ce mensonge existe. À partir du moment où on a envoyé 200 000 € à quelqu'un qu'on ne connaît pas, en fait, c'est plus simple de se dire non, mais en fait, c'est un grand complot que seul moi comprends, plutôt que de se dire je me suis fait arnaquer. Oui, et puis ma vie s'écroule parce que toutes ces heures passées à échanger, toutes ces heures passées à contester, à enquêter, à perdre, tout ça s'écroule. Donc effectivement, à ce moment-là, je me suis même demandé, moi, à un moment, à quoi bon vraiment essayer de contrarier ce fantasme et cette illusion, puisque finalement, elle n'a plus d'argent. Les brouteurs l'ont vraiment essorée à la dernière technique, c'est-à-dire même en lui faisant offrir des faux comptes. Là, maintenant, elle ne peut plus donner d'argent. Elle est quand même fonctionnelle, elle s'occupe de ses parents, de ses vieux parents. Elle vit dans une ville du Sud, finalement. Aujourd'hui, si elle veut croire à l'existence de ce Charles, pourquoi pas ? Sauf que c'est toujours sur le mode de la souffrance. C'est ça vraiment l'emprise, c'est qu'on en vient à dépendre de sa souffrance, à l'alimenter, finalement à consentir à la souffrance. Souvent, ces escrocs, les brouteurs, ils disent être motivés par une dette coloniale. Ça, je trouve que c'est une notion hyper intéressante. Qu'est-ce qu'ils entendent par là, Valentina ? Alors, la dette coloniale, c'est le titre d'une chanson très populaire en Côte d'Ivoire. C'est une chanson de vieux gazeurs. Qui justement dit, nous on a tout donné à la France, notre ancienne colonie pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a participé, etc. Et donc il y a un crédit qui nous est donné, c'est les textes vraiment de ce morceau. Il y a un crédit qui nous est donné et c'est la dette coloniale. Il parle aussi d'un service de recouvrement de la dette coloniale qui servirait donc à faire en sorte que la France repaye ce que les Ivoiriens ont donné. C'est une chanson donc, de 2010. C'est justement, encore une fois, la période du plus grand développement du broutage en Côte d'Ivoire. Moralement, quelque part, ça justifie les pratiques de brouteurs. Pourtant, ils ne font pas un hold-up sur l'État français, ils font un hold-up sur des petites classes moyennes, des femmes isolées. Mais il faut partir du principe que c'est les blanches, en général. C'est les blanches ont tous de l'argent, parce que même s'ils n'ont pas de l'argent, il y a des services sociaux en France qui n'existent pas en Afrique de l'Ouest. Et donc, de toute façon, d'un point de vue de quelqu'un qui habite en Côte d'Ivoire, ils ont toujours plus que nous. Il y a vraiment cette dimension nous et eux. Et donc, cette dette coloniale, quelque part, servait comme cadre, comme contexte pour se dire que c'était pas grave de pratiquer l'activité de brouteur.
C'est pas forcément quelque chose qu'aujourd'hui, donc mes interviews datent de 2022, c'est pas forcément quelque chose dont ils ont parlé spécifiquement. Donc ces contrastes anciennes colonies blanches, on ne parlait pas forcément de ça, plutôt de l'idée d'aller chercher l'argent où il y en a. Donc une vision plus capitaliste, je dirais plus néolibérale, par rapport au fait qu'on vit dans une situation économique difficile. Nous, les brouteurs, on va chercher l'argent où est présent. D'ailleurs, aujourd'hui, les brouteurs arnaquent aussi les locaux, c'est-à-dire que c'est plus du tout un business qui donc concerne que l'Occident, mais oui, toute l'Afrique de l'Ouest, en fait, le radar est ouvert un peu partout parce qu'il y a de plus en plus de richesses aussi qui sont dans le pays par rapport à avant. Peut-être sur le début des années 2000, sans doute. Voilà, c'est bien sûr la dimension anticoloniale et la dimension des conséquences de la colonisation, c'est quelque chose de présent dans les discours des brouteurs, sans doute, parce qu'ils vivent les conséquences de tout ça. Mais quelque part, les jeunes en particulier ont moins vécu tout ce processus, donc ils sont plus dans l'idée d'aller prendre l'argent où il y en a, et c'est le nord du monde. Voilà. Ils ne ciblent pas forcément la France, c'est tous les pays où il y a de la richesse à leurs yeux. Vous, Alexandre, est-ce que les brouteurs que vous avez rencontrés, parce que vous êtes aussi du coup allé à Abidjan, ils vous ont parlé de cette dette coloniale également ? Non, alors en fait, comme Valentina le dit, c'était plutôt moi qui mettais le sujet sur la table. Alors disant, et alors la dette coloniale, qu'est-ce que vous en pensez ? Et donc il y a plusieurs d'entre eux m'ont dit, mais non, ça c'est une excuse, c'est un prétexte. Il y a un hindou qui m'a dit non, c'est parce que la conscience de ceux qu'en parlent les gronde et les empêche de dormir. Moi, ma conscience me gronde pas. Moi, je travaille dur. Je me saigne pour mes mougous, mes pigeons. Je travaille. Puis ils savent très bien, de toute façon, en France, qu'il y a quelque chose de bizarre sous nos causeries. Ils disaient, donc ils disent, moi, je taffe, je fournis un travail. Ça veut dire quoi, ça ? Il y a quelque chose de bizarre sous nos causeries ? C'est-à-dire que c'est ce dont on parlait tout à l'heure, le phénomène de désaveu, de déni. Eux aussi, ils ont bien compris au bout d'un moment, de toute façon, avec toutes les invraisemblances qui déballent, qu'il y a un phénomène de déni de l'autre côté, ou tout du moins de désaveu. Donc en fait, c'est un élément supplémentaire pour eux pour dire, regardez, de toute façon, ils le savent bien. Moi, je fournis une sorte de service de compagnie. Je suis rémunéré pour ça. Et puis en fait, c'est vrai que moi, en tout cas, les brouteurs que j'ai rencontrés, ils n'avaient pas une conscience politique très très prononcée. Donc la plupart d'entre eux m'ont dit que ça avait peut-être existé en effet, mais qu'aujourd'hui, c'était pas du tout sur ça qu'ils s'appuyaient pour mener leurs embrouilles. Et effectivement, c'est hyper intéressant, qui ramène justement, pour revenir à ce terme de client, pour désigner les victimes. Là, on est effectivement dans la défense du fait que c'est un travail, un service à la personne, et voilà quoi. On pourrait dire que ça ressemble à un Tamagotchi, mais qui serait indocile, cruel et cupide. En tout cas, c'est un service de compagnonnage. C'est un service de compagnonnage, ouais. Sur cette question de la dette coloniale aussi, je voulais absolument parler d'un livre passionnant qui a été écrit par la maîtresse de conférence en histoire Nahema Hanafi, qui s'appelle « L'arnaque à la nigériane, spam, rapports postcoloniaux et banditisme social ». Et dans ce livre, elle raconte une forme de volonté de la part des brouteurs de renverser la hiérarchie postcoloniale en passant notamment par certaines vulnérabilités qu'ils identifient comme étant spécifiques aux victimes occidentales. Donc par exemple, elle explique que les brouteurs mobilisent très souvent le fait qu'ils auraient un cancer dans leur script, puisque c'est une des maladies les plus répandues en Occident. Donc voilà, c'est un livre hyper intéressant pour comprendre aussi la manipulation et l'arnaque comme un mécanisme quelque part de résistance postcoloniale et pour nuancer en fait tout simplement qui dans cette histoire domine qui. Et ce qui est intéressant dans ce livre, elle mentionne quelque chose qui est assez intéressant, c'est que toutes ces arnaques qui au départ au Nigeria s'appuient sur la lettre à la prisonnière espagnole, ça reprend à peu près ce modèle-là, et elle a retrouvé dans ce livre une publication des autorités coloniales britanniques au Nigeria qui faisait mention de cette arnaque à la prisonnière espagnole en 1920 à peu près. C'est quoi cette arnaque ? Et donc en fait c'est de dire j'ai une personne, c'est une espèce d'avance sur frais, oui. Dire il y a quelqu'un qui est prisonnier mais elle a beaucoup d'argent, si vous m'aidez à la faire sortir, je vous le rendrai au centuple. Donc c'est un modèle d'embrouille. Et ce modèle d'embrouille, il y aurait eu les autorités britanniques coloniales qui en auraient fait mention au Nigeria en disant faites attention à cette arnaque qui existe. Et c'est peut-être de là qu'en fait les autorités coloniales auraient soufflé l'idée finalement à la population nigériane qui l'aurait retransformée ensuite sous une forme électronique. Il y a aussi un phénomène très intéressant de surarnaque qu'Alexandre décrit dans son livre. Par exemple, si la victime se rend compte de l'escroquerie et considère le fait de signaler les faits
sur une plateforme gouvernementale. Le brouteur lui envoie de faux liens de plateforme gouvernementale par mail pour continuer de lui soutirer de l'argent. Il y a plein d'exemples comme ça. Et en tout cas, dans certaines histoires, les brouteurs ils vont effectivement jusqu'à récupérer le dernier euro de la victime et ils ne semblent pas remués par le fait qu'elle ait perdu sa maison, sa voiture, sa famille, qu'elle soit interdit bancaire, etc. Est-ce que Valentina, certains brouteurs que vous avez rencontrés, vous ont exprimé une quelconque forme de malaise moral, de remords ou pas du tout? Pas forcément. En même temps, je peux dire qu'ils ne sont pas fiers non plus. Moi, j'essayais justement avec mes questions d'arriver à comprendre tout ça. Si effectivement, moralement, comment ils vivaient leur travail, parce que souvent aussi, c'est des personnes qui sont croyantes. Par exemple, quand j'étais à Abidjan, c'était en plein Ramadan, des jeunes que j'interviewais étaient jeunes. Je veux dire, il y a aussi une coupure entre certaines valeurs en fait, qu'ils peuvent avoir dans leur propre vie personnelle et leur travail. Donc, je pense que c'est important de l'évoquer. Et ils ne sont pas fiers de ce qu'ils font. C'est juste que c'est un moyen très rapide pour avoir de l'argent. L'impératif économique prime. L'impératif économique prime absolument. Ils se rendent absolument compte que leurs actions ont des conséquences dans la vie de leurs clients. Parfois, je leur posais la question de me raconter un peu leur succès, comment ils étaient arrivés à arnaquer les clients. Ils étaient plutôt timides à les dire. Voilà, ils n'étaient pas tout dans une attitude de se montrer. Pour répondre à la question, non, je pense qu'il n'y a pas de remords. C'est un peu dû pour revenir à cette histoire de réalité postcoloniale où on voit qu'effectivement, il y a eu un pillage, il y a eu des conséquences de la colonisation et que du coup, c'est possible d'aller chercher l'argent ailleurs. Et pourtant, Alexandre, vous racontez qu'il y a un effet de miroir quand même entre l'isolement des brouteurs à force de mentir et l'isolement de leurs victimes. Quels effets ces arnaques ont sur les arnaqueurs eux-mêmes ? C'est vrai que c'est assez fascinant de voir que finalement, il y a un effet de symétrie, puisque déjà, à force de toujours raconter des catastrophes et des malheurs, d'avoir une mère qui a un cancer, d'avoir eu un accident, tout ça aussi, ça commence à déteindre un peu sur leur morale. Donc déjà, faut pouvoir porter ça moralement. Et eux, comme on disait précédemment, ils investissent énormément de temps dans le bara, c'est-à-dire qu'ils font un travail de tous les instants. Il faut toujours dire alors comment tu vas, t'as bien mangé, comment ça va, ta température corporelle est-elle ok, tout ça. Enfin, c'est vraiment un travail de tous les instants. Et tout ça, finalement, pour quelqu'un qui a une vie de famille à Abidjan, par exemple, il va s'extraire de sa vie pour pouvoir tout le temps répondre. C'est tellement chronophage que ça les c'est isole. totalement chronophage que eux-mêmes en viennent à s'extraire de leur propre environnement social. Les brouteurs que j'ai pu rencontrer m'ont dit oui, c'est vrai que depuis que je pratique ça, le bara, en fait, mon environnement social s'est appauvri et je me retrouve seul. Donc c'est quand même incroyable de voir comment d'un continent à l'autre, deux personnes qui par un contact électronique se retrouvent seules, chacun de leur côté, ce qui n'est pas si étonnant que ça, puisque d'ailleurs, il y a eu une enquête apparemment étouffée par Meta, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle le projet Mercury, et qui montre que l'utilisation des réseaux sociaux accentue le sentiment de solitude. Il y a un passage de votre livre qui m'a énormément ému. Une autre victime, Rose, qui était en couple pendant 3 ans avec un faux David Hallyday, a accepté de répondre à vos questions. Et elle vous dit cette phrase, en étant pourtant très consciente qu'elle a été arnaquée et que son amoureux n'existait pas. « Il me manque un peu ». Est-ce que c'est une forme de reste, de prolongement de l'emprise ? Ouais, c'est vrai que c'est incroyable. Enfin, c'est difficilement imaginable de savoir que c'est un mensonge et de penser qu'il nous manque un peu. Et en plus, c'est d'autant plus curieux que Rose, elle a mis fin à cette escroquerie parce qu'elle a été surarnaquée plein de fois et tout ça. Mais donc, elle est sortie de cette escroquerie non pas parce qu'elle a pris conscience qu'on lui volait de l'argent, mais c'est parce qu'en fait, le scénario que déployait son brouteur, qui se faisait donc passer pour un David Hallyday, lui convenait plus. En fait, David Hallyday, il devait se marier, elle avait payé pour le mariage et tout ça. Et ce qui lui plaisait pas dans le scénario, c'est que le fils Cameron, le fils de David Hallyday, a pris contact avec elle en lui disant « Ouais, vous êtes une méchante femme, vous occupez pas bien de mon père. » Et en me racontant cette histoire, elle me disait « Mais de quoi il se mêle, ce Cameron ? Enfin, ça le regarde pas, l'histoire avec sa mère. » On voyait qu'elle re-rentrait totalement dans l'histoire et que la partition jouée par ce Cameron a été une erreur du brouteur puisque ça lui a pas plu. Elle s'est dit « Non, là, c'est dissonant, le scénario me convient plus. » Et elle a quitté, finalement, elle a réussi à s'affranchir et à prendre ses distances avec cette arnaque parce qu'en fait, non pas parce qu'elle savait que c'était une arnaque, mais parce que le scénario lui convenait plus. Ce qui est quand même assez fascinant. Donc c'est a posteriori qu'elle a aussi compris que c'était une arnaque. Et c'est après, dans un second temps seulement, qu'elle a reconnu que c'était une arnaque. Alexandre, est-ce que vous avez des nouvelles de Muriel ? Est-ce qu'elle a lu votre livre, par exemple ? Alors, par loyauté, j'ai tenu à lui faire lire, d'ailleurs, à Charles Leroux et à elle. Je leur ai envoyé en même temps. Comme ça, j'allais avoir un retour exhaustif. Et c'est vrai que j'ai eu
quand même un petit peu peur de l'envoyer à Muriel parce qu'on avait quand même tissé des liens de complicité et puis je savais que la façon dont je voyais son escroquerie n'était pas du tout la sienne et donc j'appréhendais un petit peu sa réaction, mais je me doutais j'allais être avalé par son déni et en fait effectivement comme vous le disiez tout à l'heure, elle a considéré que j'étais une victime de Charles-Leroux. Moi aussi je me suis fait avoir par ces balivernes et donc finalement j'avoue que moi un peu lâchement ça m'a rassuré aussi parce que je me suis dit finalement j'avais peur que finalement de provoquer une rupture dans sa vie et qu'elle se dise que tout s'écroule finalement, comme on disait tout à l'heure, si elle avait passé tout ce temps, dépensé autant d'argent, autant perdu, tout risquait de s'écrouler et donc à cause de mon livre quelque part, alors que je m'étais rendu compte que c'était peut-être mieux de l'entretenir, enfin de la laisser dans son illusion puisque finalement elle faisait plus beaucoup de mal aujourd'hui à grand monde et finalement j'étais presque rassuré qu'elle me dise tu t'es fait avoir toi aussi, Charles-Leroux il t'a aussi eu et puis elle dit ou tu referas un autre livre quand tu auras vraiment compris ou moi je le ferai. Le pouvoir du désaveu, encore une fois. Ouais, exactement. Comment on fait si on est ciblé par ce type d'escroquerie pour se sortir de l'emprise ? Est-ce qu'il y a des associations qui peuvent nous aider ? Est-ce qu'il y a des recours possibles ? Alexandre ? Déjà, il y a une grande honte à aller porter plainte. Donc ça, déjà, c'est difficile. Donc il y a plein de victimes qui se savent victimes d'une escroquerie qui ne vont pas porter plainte. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, eux, ils ont déjà accompli la moitié du chemin parce qu'ils se savent victimes d'une escroquerie. La plupart, en fait, sont encore dans le désaveu, dans le déni et ne savent pas ou ne veulent pas reconnaître qu'ils sont victimes d'une escroquerie. Donc là, effectivement, c'est vraiment aux proches de prendre le relais. Et donc, où il faut intervenir un tiers qui a une distance affective avec les victimes, par exemple un médecin de famille ou quelqu'un qui a une autorité. Mais là encore, ça va être un long travail de sortir de ce désaveu. Donc, ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ces victimes ont eu besoin de combler leurs failles affectives avec un brouteur et en essayant d'identifier ces failles et en travaillant, c'est plus un travail affectif, un travail d'attention qu'un travail d'opposition ou d'argumentation rationnelle. Donc en fait, c'est travailler sur les failles qui ont rendu possible l'escroquerie qui permettent d'en sortir. Je me suis aperçu, moi, en travaillant sur ce sujet, qu'il y avait beaucoup plus de gens que ce qu'on pensait qui étaient victimes de brouteurs. Et donc moi, des personnes me disaient, mais alors comment je peux faire pour faire sortir mon père ou ma mère de ce déni ? Et honnêtement, à part ce que je viens de vous dire, j'avais pas trop d'autres solutions. À part le travail affectif, je ne vois pas trop. Donc quand on ne voit pas trop, malheureusement, la solution, c'est la mise sous tutelle. Et donc pour moi, c'est un peu un échec, puisqu'il faudrait réussir à en sortir par un moyen plus humain. Quelle œuvre vous recommanderiez chacune sur tous les thèmes dont on a parlé aujourd'hui ? Valentina ? Alors, je vais conseiller 2 films. Le premier, c'est un film qui s'appelle Sakawa, qui est donc le terme utilisé au Ghana pour définir les arnaques amoureuses, les arnaques sentimentales. Et c'est un film de Ben Asamoah, qui est un réalisateur belge ghanéen. Et c'est à partir de ces films que je me suis dit que j'aurais pu faire cette recherche, la recherche que j'ai commencé ensuite justement au Ghana. Parce que dans les films, on voit les profils des brouteurs. J'avais toujours imaginé que c'était des mafieux nigériens hyper dangereux. Dans les films, il y a le portrait assez doux de ces personnes qui se donnent aux arnaques. Et on rentre dans leur quotidien, on voit les techniques, mais de façon vraiment très douce. Je pense que c'est ça le mot à utiliser. Le deuxième film que je voudrais suggérer, il s'appelle Vivre riche, de Joël Akafou, qui est un réalisateur ivoirien. Dans ces cas-là, ça fait partie d'une trilogie, Vivre riche. Et on suit donc les aventures de Rolex le Portugais, qui est donc le nom artistique du brouteur, parce qu'il faut savoir que les brouteurs en Côte d'Ivoire ont souvent des noms artistiques. Chacun, quelque part, met son plus grand espoir dans le nom. Par exemple, j'ai interviewé les bourgeois, dans cette idée de ce qu'il veut devenir quelque part. Clavier d'or, donc c'est plutôt la capacité à taper sur le clavier de façon extraordinaire, et etc., etc. Donc ce sont des noms très créatifs qui révèlent aussi les rêves qui sont derrière leur motivation pour devenir brouteur. Et en fait, dans Vivre riche, voilà, ça se passe à Abidjan, on voit la ville, on voit où ces brouteurs habitent, comment ils opèrent, et justement, comme je le disais tout à l'heure, on voit aussi, dans les 2 films d'ailleurs, le fait que les brouteurs, les arnaqueurs font appel à des forces mystiques pour débloquer en fait des paiements de la part de leurs clients. Alexandre ? Alors moi, je recommanderais un film de fiction qui s'appelle Seules les bêtes
de Dominique Moll. Donc il y a plusieurs histoires. C'est un film qui d'ailleurs est un peu... Enfin, il y a peut-être trop de lignes narratives, mais en tout cas, celle qui concerne les brouteurs est vraiment belle et intéressante, puisque c'est un homme qui est donc victime d'un brouteur qui se fait passer pour une femme. Et puis à la fin du film, il part à Abidjan pour trouver l'arnaqueur. Il s'aperçoit que c'est un homme, et donc c'est pas la femme qu'il pensait être. Et donc il confronte le mec, il lui dit « Ah là là, tu m'as arnaqué » et tout ça. Puis il rentre dans sa chambre d'hôtel à Abidjan, et c'est la fin du film, et il rouvre son ordinateur, et il lui dit « Alors comment vas-tu, chérie ?» Et donc j'ai trouvé que c'était vraiment, ça mettait en plein dans le mille par rapport au phénomène du déni dont on parlait, c'est-à-dire qu'il a préféré finalement oublier qu'il avait vu ce type qui l'avait arnaqué, et il préfère continuer à vivre son fantasme, et j'ai trouvé que c'était vraiment très juste. Là, il y a un effet miroir avec l'histoire de Muriel très évident. Ouais, tout à fait. Merci à tous les deux. Merci. Merci. C'était l'épisode 129 des Couilles sur la table avec l'anthropologue Valentina Perry, autrice du livre Le brouteur galant, paru en 2024 aux éditions UV, et avec le journaliste et auteur Alexandre Kaufmann. Il raconte en détail et avec une grande finesse l'histoire de Muriel dans La Captive, paru en octobre 2025 aux éditions La Goutte d'Or. C'est ce livre qui m'a donné envie d'explorer ce sujet dans le podcast. Je vous encourage vraiment à le lire, il est génial. Vous pouvez aussi lire tous ces articles sur le sujet dans Le Monde, et dans une histoire un peu similaire, mais pas tout à fait, vous pouvez écouter la série Le Pic-Assiette dans Les Pieds sur Terre, l'émission culte de France Culture produite par Sonia Kronlund. Sinon, je vous recommande l'épisode Chasseur de brouteurs dans le podcast Programme B par Thomas Rozek. Et enfin, un texte qui lui aussi m'a donné envie de traiter ce sujet. C'est un récit d'enquête par la journaliste Judith Duportail qui s'est mise dans les souliers d'une proie de ces arnaques pour mieux en comprendre les mécanismes. Son texte s'intitule « Bonjour beauté » et il est à lire sur son Substack. Si vous vous êtes reconnu ou si vous avez reconnu un ou une proche dans cet épisode, ne restez pas seul. On vous met quelques ressources pour trouver de l'aide sur la page de notre site qui accompagne cet épisode. Le lien est dans la description et c'est là qu'on a glissé toutes les références citées plus tôt. J'espère vraiment que cet entretien vous a plu. Nous, on a adoré travailler sur ce sujet. Si vous avez aimé nous écouter, alors vraiment, ne vous retenez absolument pas. Parlez-en autour de vous, postez les épisodes sur les réseaux sociaux, laissez-nous des commentaires pour nous dire ce qui vous a le plus frappé en écoutant. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous abonner au podcast et nous laisser 5 étoiles sur votre appli. C'est grâce à tout ça qu'on pourra étendre notre audience et être écouté par un maximum de personnes, ce qui nous permettra de poursuivre ce travail, Tal et moi. Et si vous souhaitez nous écrire directement, vous pouvez nous adresser un mail à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio. J'avoue que je n'arrive pas à répondre à tout, mais je vous lis à chaque fois, c'est promis. Les Couilles sur la table est un podcast créé par Victoire Tuaillon en 2017 et produit par Binge Audio. Talma Desta a préparé, mené, monté cet entretien avec un grand enthousiasme. Jude Rigaud était à la prise de son, à la réalisation et au mixage. Marie Foulon est la productrice de l'émission. Elle écrit aussi le texte d'édition de l'épisode et elle s'occupe de le mettre en ligne. Avec Lise Niederkorn, elle s'occupe de la communication. Thomas Rozek est le rédac-chef de Binge et moi, c'est Naomi Titi. Je suis journaliste et depuis septembre 2024, j'ai repris la supervision éditoriale ainsi que l'incarnation des Couilles sur la table. Dans le prochain épisode, je recevrai la journaliste et autrice Julia Foyce pour qu'elle nous propose un guide pour répondre au Not All Men. C'est notre épisode spécial pour survivre aux fêtes de fin d'année. Alors je compte sur vous pour être au rendez-vous. En attendant, je vous remercie à l'infini pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans les Couilles sur la table.